Donc, merci beaucoup à l'association Tidoire Doré de m'avoir invité ce soir. Je vais donc vous parler de la microtoponymie de la commune de Plozévet et je ne vous ferai pas l'affront de croire que vous ignorez où est située la commune de Plozévet. Néanmoins, je préfère rappeler en 2 ou 3 mots qu'elle se trouve au bord de la baie d'Audierne, à peu près à mi-chemin entre la pointe du Raz au nord-ouest et la pointe de Pamar au sud-est, au nord du pays du Cap Caval, qui était un pagus, un pays qui existait au Moyen-Âge et qui ensuite a été oublié, il faut le dire. Quand à Plozévet on parlait du Cap Sizun, forcément. Le Cap Caval, lui, avait été complètement oublié, mais pourtant il existait bien, et c'est le nom que l'on trouve finalement dans le nom de Penmar, Pamar, qui veut dire tête de cheval, et Cap Caval veut dire aussi caput cabalis en latin, tête de cheval aussi. Donc là se trouve l'étymologie de ce nom. La commune de Plozévet a été fondée au 5e ou au 6e siècle par des immigrés bretons, originaires sans doute du sud-ouest du pays de Galles. Et parmi les traces que ces immigrés ont laissées figurent des toponymes et des micro-toponymes, dont certains noms de parcelles qui témoignent de la relation étroite qu'entretenait la population rurale avec son milieu de vie. Ces hommes ont façonné la terre et ont en retour été façonnés par elle, et ils ont donné, dans leur langue bien sûr, à la moindre parcelle, un nom aussi exigu fut la parcelle. Ces appellations remontent à des époques différentes. Il y a certainement des strates différentes quand on examine l'ensemble du corpus, et la grande majorité de ces noms est évidemment postérieure à l'an 1000. Nombre de ces appellations sont restées en usage pendant des siècles, et la plupart sont rassemblées dans le cadastre que l'on appelle napoléonien, et qui à Plozévet a été confectionné en 1828. On peut se représenter la commune comme étant un espèce de vaste puzzle, et chaque parcelle pourrait constituer une pièce du puzzle avec son appellation en breton, bien sûr. Une chose que je rappellerai aussi avant de commencer, c'est que chaque cadastre, et toutes les communes de France en ont un, est composé de trois volumes différents. Le plan cadastral, qui est un ensemble de plans. À Plozévet, il y en a 14 à l'échelle d'un 2500e, plus le tableau d'assemblage à l'échelle d'un 20 millième. Il représente donc la totalité du territoire communal, et ce plan n'a jamais été retouché au cours de sa longue utilisation, parce que le cadastre de Plozévet a été utilisé entre 1828 et 1953, soit pendant 125 ans. Ça a été le document officiel qui permettait de régler les problèmes de succession, les problèmes de litige entre voisins, si cela se présentait. Donc le premier volume, c'est le plan cadastral. Le deuxième, c'est l'état de section. L'état de section, c'est en quelque sorte la légende du plan, et elle présente tous les noms de parcelles et tous les bâtiments classés dans l'ordre croissant des sections. À Plozévet, il y a 6 sections, et à l'intérieur de chaque section, les parcelles sont classées du numéro 1 jusqu'au numéro 1500, 2000, 2500, selon le nombre de parcelles qui figurent dans la section en question. Le troisième volume, c'est la matrice cadastrale, qui, elle, présente les noms des propriétaires et ceux des exploitants. Et la matrice cadastrale, elle a fait l'objet de toutes les mises à jour nécessaires au fur et à mesure qu'elle se présentait, que la nécessité se présentait suite aux ventes, aux successions, etc. Voilà donc les éléments d'introduction. Alors, je vous invite maintenant à faire connaissance rapidement
avec la commune de Plozévet, je vous invite donc à faire une randonnée à grandes enjambées le long du littoral, pour avoir une idée. Le plan, malheureusement je ne peux pas l'agrandir, voilà le plan de la commune, qui est entouré au nord par Plouhinec, au nord-ouest, Marallon au nord carrément, puis Guillers-sur-Goyen à l'angle nord-est, et du côté est, Landudec d'abord, puis Pouldreuzic après qui va jusqu'à la mer. Alors, le littoral de Plozévet est assez long puisqu'il mesure 7,5 km et il commence au port de Poelhaan qui se trouve à la limite, voilà, à l'angle gauche en haut de cette diapo. Le port de Poelhaan, la rive nord est située dans la commune de Plouhinec et la rive sud, donc que l'on voit là, dans la commune de Plozévet. Alors, pour que vous ayez une idée simplifiée de la géologie, donc j'ai dit 7,5 km, le premier kilomètre, un peu plus d'un kilomètre, 1,5 km, 1,3 km à peu près, c'est une côte granitique en orthogneiss jusqu'à la grève du Goret, et après, toute la partie sud, donc les 6 km et quelques qui restent jusqu'à la commune de Pouldreuzic, c'est du schiste, du mica-schiste plus exactement, une côte bien plus basse. Donc, la côte, alors je vous présente le premier élément de la côte. C'était autrefois un common village, dont je parlerai plus longtemps après, et ce common village s'appelle Ménégoret. Méné, c'est la hauteur, et Goret, c'est le barrage pour pêcherie. C'est un terme qu'on trouve dans beaucoup de communes. Excusez-moi, je vais boire une gorgée d'eau. Voilà, ce sera plus facile comme ça. Alors, le seul endroit de la côte où il y a une falaise un peu haute qui va jusqu'à une hauteur de 10 mètres maximum, c'est donc Ménégoret. C'était un commun de village très vaste, le plus vaste commun de toute la commune, qui faisait 44 hectares en tout. Il appartenait à la commune, mais il était utilisé par les habitants de 5 villages voisins, où ils venaient faire paître leurs animaux, couper des ajoncs, des fougères, de la lande, des ajoncs, je dis bien, bruyères, etc., des genêts éventuellement. Donc je l'ai mis en 3 diapos, vu qu'il était très vaste. Donc Ménégoret Nord d'abord, Ménégoret Centre ensuite, et après le sud. Alors, le littoral proprement dit, donc, est constitué de falaises assez hautes, moyennement hautes, de granit, d'orthogneiss, je vous l'ai dit, qui en breton est le mot breton pour dire falaise à Plozévet, c'est tarot. En tarot, c'est la falaise, et le pluriel de tarot, c'est tarojou. En tarojou. Et donc, cette partie-là, située entre le petit port de Poelhaan et la grève du Goret, est appelée en breton en tarojou, bien que le mot ne soit plus guère utilisé à l'heure actuelle. C'est un granit de couleur claire, assez proche du blanc. Hein. Donc c'était le commun le plus vaste de toute la commune, et il y en avait en tout 117. Donc c'est pour dire qu'il était important, et il est toujours connu. À l'époque, il était totalement inculte. Maintenant, il est bâti par beaucoup de résidences secondaires, mais également des résidences qui sont habitées à l'année, pas uniquement secondaires. Alors, ça c'était donc la première section du littoral, hein, le Ménégoret et la zone de granit qui le soutient. La deuxième section
qui n'a qu'une longueur de 600 mètres environ. Elle fait un peu la transition entre la zone granitique et la zone composée de schiste, de mica-schiste plus exactement. Et c'est la zone située entre le Goerendonck et Pradmeur. Et au sommet, la falaise du coup est beaucoup plus basse. Elle fait simplement 2-3 mètres de haut en moyenne. Et les terrains qui sont situés au bord de cette falaise, juste au-dessus de la falaise, sont appelés en breton Andarodek. La racine est la même, c'est toujours le mot tarot, mais Andarodek, c'est le terrain en haut de la falaise. Ce sont des parcelles oblongues, alignées le long du littoral, sur une distance de 600 mètres environ. On les voit là, ce sont des parcelles donc, qui longent la mer, voilà, jusque-là. Ensuite, on arrive, après Pradmeur, les terrains situés, on trouve des noms comme Kostenhout, qui, dans notre breton, veut dire auprès du rivage, au bord du rivage. Foeneganout, donc c'est la prairie du rivage. Et on trouve aussi des noms comme Cornantres, le coin de la Grève. Je ne peux plus avancer. Autant qu'il y ait une bonne synchronisation entre mes paroles et ce que je vous montre. Poulbrand, celle-là, oui, celle-là, c'est celle que je viens de dire. Et alors, voilà donc les noms que je viens de vous donner. Donc, je peux les relire rapidement si on veut. Kostenhout, qui est présent donc dans 4 parcelles. Il y a 4 parcelles qui s'appellent Kostenhout, donc auprès du rivage. Foeneganout, il n'y en a que 2, la prairie du rivage, et Cornantres, donc le coin de la Grève. Corne. Alors, ensuite, on arrive carrément dans la zone de comment dirais-je, quel est le nom que j'ai employé tout à l'heure, il m'échappe tout d'un coup, mais je vais le retrouver. Après le granit, on trouve des schistes, des mica-schistes. Hein. Et donc, ce sont des parcelles beaucoup plus basses et la falaise se transforme carrément en micro-falaise. Et le nom le plus fréquent pour les parcelles à partir de ce point-là jusqu'au sud de la commune, c'est le mot palut. Palut, c'est un mot évidemment d'origine latine, hein, qui est connu partout en Bretagne et au-delà. Et le pluriel breton de palut, c'est palujou. Palujou, ce sont donc les paluts, et ce nom-là est présent dans 130 appellations de parcelles, ce qui en fait le nom le plus représenté dans la microtoponymie littorale. Les plus importants sont les plus représentés, sont Palut Porzabrevel. Porzabrevel, c'est le nom d'un village qui borde la mer, et Palut Kergoulier. Donc on trouve 7 occurrences pour Palut Porzabrevel et 24 pour Palut Kergoulier. Et la Palut Kergoulier est donc longue, elle va jusqu'à l'embouchure d'un ruisseau, que l'on voit là, l'embouchure du ruisseau qui passe au moulin de Kerguinaou et qui se jette dans la baie d'Audierne au lieu-dit Cantébien. Canté est un nom très ancien certainement. J'hésite entre 2 étymologies pour l'expliquer. Il se peut que ce soit un nom de la même... Ça remonte de toute façon à l'époque du vieux breton, voire au-delà, et l'époque gauloise, ces époques-là. Il se peut que ça ait la même étymologie que Canterbury, par exemple, en Angleterre, ou le Cantal en France, du vieux celtique, Mais j'en suis pas tout à fait certain. Certains spécialistes pensent qu'il s'agit d'un nom de personne vieux breton. Il y avait beaucoup de noms de personnes en vieux breton qui se terminaient par « et », comme Guénolé, par exemple, pour n'en prendre qu'un seul exemple.
Donc il se pourrait que ce soit aussi un nombre de personnes. Honnêtement, je ne suis pas certain, donc je ne vais pas vous affirmer des choses dont je ne suis pas convaincu. Alors, Canté est une grève assez longue qui fait environ 250 mètres et qui commence donc par le lieu-dit Canté-Bien, le petit Canté si l'on veut, et l'autre extrémité est dite Canté tout court, ce n'est pas Canté-Brasse, mais c'est Canté tout court. Et vers ce point-là convergent deux ruisseaux, et comme nom de parcelle, on trouve Palus d'un menhir. Alors, le menhir en question est toujours visible. C'est un mégalithe authentique, un menhir authentique, qui a été transformé depuis 1840 en stèle commémorative d'un combat naval et puis suivi d'un naufrage d'un vaisseau français, droit de l'homme, qui revenait d'une expédition en Irlande, qui avait essayé d'aider les Irlandais à se révolter contre les Anglais, mais bon, ils sont allés jusqu'en Irlande, mais ils n'ont pas débarqué, donc ils n'ont rien fait. Et au retour, ils ont été poursuivis par 2 frégates anglaises. Et finalement, le bateau droit de l'homme a fait naufrage donc devant la grève de Canté, et le menhir a été transformé en stèle commémorative. Voilà la photo. Ensuite, on continue vers le sud de la commune, la dernière section. On trouve encore toute une série de parcelles, toutes surnommées Arpalut, donc un mot que je vous ai déjà présenté, sur une distance de plus d'1 kilomètre. Et la commune, le territoire communal s'achève à un étang qui est en breton appelé l'Orgroinet. L'Or, c'est l'étang, qu'on trouve un mot aussi connu dans différents pays celtiques, ne serait-ce que dans le Lorness, pour employer l'exemple le plus connu de tout le monde, mais c'est un étang d'eau saumâtre. La partie nord de l'étang est à Plozévet, la partie sud est à Pouldreuzic. Voilà. Donc nous avons fait à grandes enjambées la randonnée le long de la côte, du littoral plozévétien. Venons-en maintenant aux parcelles cultivées que l'on peut classer en 2 grandes catégories. D'une part, les parcelles ouvertes et d'autre part, les parcelles clôturées. La Bretagne est un pays de bocage, vous le savez évidemment, et le Cap Caval ne fait pas exception. Mais il présentait néanmoins des îlots de champs ouverts, que les géographes appellent open fields en anglais, et en Bretagne, on les appelle des méjous. Méjou étant le pluriel de mées, que vous voyez écrit là, et qui veut dire donc champ ouvert, un champ non clôturé. À Plozévet, on n'utilisait pas le pluriel méjou, qui était bien utilisé dans le sud du pays bigoudin, région de Pont-l'Abbé, Plomeur, par là, Pamar. On utilisait le collectif, ce qui avait un peu le même sens. C'était un ensemble de champs ouverts. On l'appelait méjet, dont la forme standardisée serait mésiat, un ensemble donc de parcelles ouvertes. Il y a un autre nom d'une racine totalement différente qu'on trouve uniquement dans le sud de la commune, mais qu'on trouve également dans la commune au sud de Pouldreuzic, Plovent, etc. C'est le nom trist. En trist, c'est également un champ ouvert. C'était donc des groupes de parcelles ouvertes, parfois entourées d'une clôture commune, mais pas toujours. On peut estimer qu'en 1828, année où le cadastre a été terminé, entre le tiers et la moitié des parcelles cultivées étaient des parcelles ouvertes. Et elles avaient évidemment l'avantage d'être très fertiles. C'était parmi les terres les plus fertiles de la commune. La plupart des méjettes étaient divisées en un grand nombre de parcelles, très grand nombre, en forme de lanière, un peu comme celle-ci, voyez-vous. Et chacune de ces parcelles-là, si petite fut-elle, avait un nom
qui figurent à l'état de section. Le plus courant était le mot bar. Je le remets là, il ne figure pas ici, il figure ici, arbar, qui veut dire parcelle. Bon, je vais l'expliquer plus en détail tout à l'heure. Donc il y avait bar pour parcelle, et il y avait également le mot aéro, un aéro qui veut dire le sillon. La plupart de ces micro-parcelles-là étaient appelées par un de ces deux noms-là, mais pas uniquement. Alors ces deux noms-là représentent aussi des anciennes mesures agraires de superficie. Le bar valait 16 arts. On disait en breton « Tribar et doberen devezard », c'est-à-dire 3 bars font un journal, et le journal valait 48 arts. Donc le bar valait 16 arts. Et quant à l'aéro, en aéro, lui, il ne représentait qu'un seul art, mais le mot aéro était utilisé dans beaucoup d'endroits de Bretagne, et je pense Basse-Bretagne et Haute-Bretagne, mais aussi au-delà. Mais par contre, ce qui est gênant pour ce mot-là, c'est que la superficie désignée différait beaucoup d'un endroit à un autre. À Plosevet, elle valait un tout petit peu moins d'un art. Alors, j'en reviens au mot bar, qui figure dans les actes notariés dès le XVIIe siècle sous la forme francisée de paré, P-A-R, P-A-2-R, E accent aigu E. On trouve des appellations du genre une parcelle de terre chaude appelée en pumzekero. Dans les documents du XVIIe siècle, l'article n'était pas encore ar devant P, c'était en pumzekero. Dans le cadastre, il est le plus souvent suivi d'une épithète, un adjectif par exemple, arbarvras, que vous voyez écrit là sur la diapo, la grande parcelle, arbarver, la parcelle courte, arbardreuse, la parcelle transversale. Quand vous avez une série qui était, disons, située comme ça verticalement, une autre arrivait horizontalement, elle était perpendiculaire aux autres, elle est appelée arbardreuse. Le nom bar peut également être complété par un nom de culture, par exemple arbarguinis, la parcelle de blé, arbargeot, la parcelle d'herbe, ou complété également par un nom propre, bar kerziot, la parcelle de Kerziot, ou bar Kerziot étant un village de la commune, ou bar Marie Dauben, la parcelle de Marie Dauben. Alors, le mot aéro, dont j'ai donc déjà dit quelques mots, était qualifié de la même manière. En aérogam, c'était le gam, c'est le mot qui veut dire boiteux, mais qui aussi veut dire courbe. En aérogam, c'était le sillon courbe. Il y a 13 occurrences dans le cadastre, mais que l'on trouve également avec l'adjectif placé devant. Cam et aeriu, ce sont aussi des sillons courbes, mais l'adjectif qualificatif est placé devant. Alors, en plus de ces appellations comprenant une épithète après le mot aéro, on trouve 82 appellations dans lesquelles le nom est précédé d'un adjectif numéral. On trouve tous les numéros de 1 à 16, sauf 11 et 13 qui eux sont absents. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai constaté que ni 11 ni 13 ne sont représentés. Alors, je vous ai mis ici trois exemples. En teir aéro, les 3 sillons, puisque aéro est féminin en breton, ce qui explique qu'on a la forme féminine de l'adjectif numéral. En nao aéro, les 9 sillons. Arpumzegero, les 15 sillons. Mais on trouve aussi en dauzegero, arfer aéro. C'est un exemple très très fréquent dans les noms de parcelles non clôturées. Alors, si j'en viens maintenant aux parcelles clôturées, voici un lieu de la commune, le quartier de Troenel, les Penker et l'Estrugui, où il y avait beaucoup plus de parcelles clôturées que de parcelles non clôturées. D'une façon générale,
globalement, il y avait davantage de parcelles clôturées que de parcelles ouvertes. Mais néanmoins, les parcelles ouvertes représentaient une proportion non négligeable, d'autant plus que les terres étaient de très bonne qualité. Alors, pour ce qui est des champs clôturés, le nom le plus fréquemment utilisé, c'est comme partout en Bretagne, c'est le mot parc. Alors, parc, c'est un nom, c'est un champ entouré de talus dans la plupart des quartiers de la commune, mais parfois aussi entouré de murets de pierres sèches le long du littoral. C'est le nom le plus représenté dans tout l'état de section du cadastre, le mot parc, donc. Il est présent à plus de 2000 exemples, on trouve plus de 2000 exemples dans lesquels le mot parc figure. Il est très souvent précisé par un adjectif qualificatif, parc Brasse, parc Bien, parc Bert, etc. Il peut également être suivi d'une locution adjectivale comme parc d'Allai, le champ d'en haut, parc d'Entraun, le champ du bas. Il peut être précisé également par un groupe prépositionnel comme parc Dreanti, qu'on trouve dans 12 occurrences, ou aussi par un simple nom qui indique la culture qu'il portait le plus fréquemment, comme par exemple par Ker, le champ d'avoine. Quelquefois était également mentionnée la méthode utilisée le plus fréquemment pour le cultiver, comme dans parc Mar. Mar, c'est un mot de la famille de Maradec qui indique Arvar, c'est la houe, et parc Mar, c'est le champ qui était travaillé à la houe, et de manière plus précise, le champ écobué, c'est-à-dire qu'une fois qu'on avait arraché les racines d'ajoncs, de fougères et autres, eh bien, on les brûlait de façon à ce que la cendre fertilise la terre. J'ai trouvé 22 exemples de parcs morts dans l'ensemble de la commune. Alors, après le mot parc, celui qui vient en deuxième position pour le nombre d'occurrences, c'est le mot liors. Liors qui veut dire courtil, qu'on trouve à 1150 occurrences, en gros la moitié moins que parc. Alors, les liors étaient toujours situés à proximité des fermes, à proximité des bâtiments. Il n'y a jamais de liors au milieu de grandes parcelles, c'est toujours près de la ferme. On trouve également le mot taschen, beaucoup plus rare, en daschen, puisqu'il n'y a que 60 occurrences, mais qui représentent la plupart du temps des champs également clôturés, bien que dans le sud de la commune, il désigne aussi des parcelles ouvertes. Mais majoritairement, ce sont des parcelles clôturées qui sont désignées par le nom Taschen en Daschen. Je peux traduire les deux. Liors Dreanti, je les traduis. Liors Plus, c'est le courtil où l'on met de la paille, le paillier en quelque sorte. Et Taschen Argoa, c'est un champ. Et Argoa, c'est le nom que l'on donne à l'oie, à Plozévet. Donc c'est le champ de l'oie. Pourquoi de l'oie ? Je ne sais pas exactement. Alors, voilà donc les terres cultivées, les principales du moins. Et maintenant, je vais vous présenter les cultures qui étaient pratiquées dans ces terres. Voici celles qui sont mentionnées dans les appellations. Alors, je vais commencer par les cultures vivrières et plus particulièrement par les céréales et par le sarrasin. Alors, la céréale la plus représentée, je l'ai déjà citée, c'est Ker, qui est l'avoine, présente sous ce nom-là, et également présente sous le nom de Pillette. Pillette, c'est le nom breton du Pila, qui désigne une variété ancienne d'avoine, qui n'est plus pratiquée, qui n'est plus cultivée aujourd'hui, mais qui à l'époque était quand même relativement connue,
qu'on trouve dans Piliade elle-même, donc le Pila, ou dans Parc Piliadec, donc le champ à Pila tout simplement. On trouve aussi Guinis, le froment, et Ide, le blé. Les deux, comment dirais-je, sont synonymes ou quasi synonymes. Hein. Guinis, c'est donc le plus fréquemment non. Ide est plus fréquent comment dirais-je, que Guinis. Guaramnit, c'est la garenne à blé habituelle, c'est très rare, il n'y a qu'un seul exemple comme ça dans la commune, c'est un ensemble de parcelles, parce que le blé ne se semait pas dans des terres pauvres, les terres pauvres que sont habituellement les garènes, appelées en breton Guarem Arwarem. Alors, on trouve aussi Ei, l'orge, qui est présent dans 15 appellations, comme par exemple Liors Ei, qui veut dire donc le courtil, le courtis, on dit les deux en français, le courtis à orge. Seigle, le seigle est plus rare, puisqu'on ne le trouve que dans 6 occurrences, dont 2 par seigle, le champ donc à seigle. Mil représente le mil. Le mot mil, il ne faut pas le confondre avec un autre nom qui lui ressemble, c'est mil avec un « e » long qui désigne le miel produit par les abeilles. Mil, ici c'est le mil, une céréale qui était déjà à l'époque rarement produite, et à la Révolution même, c'était très difficile de s'en procurer. Parce que certains seigneurs demandaient à ce que les fermages soient payés en mil, et les agriculteurs se plaignaient qu'ils n'arrivaient pas à en produire et qu'ils ne trouvaient même pas à en acheter pour le présenter au seigneur. Enfin, Idu, qu'on prononce Itu, c'est le nom breton du blé noir ou du sarrasin. Ça n'est pas une céréale, hein, je vous le rappelle, au cas où vous l'auriez oublié. Le blé noir ou le sarrasin est une polygonacée. On le trouve présent 5 fois, dont 3 parquitus, donc champ à sarrasin, champ à blé noir. J'en viens aux légumes. Alors, le légume le plus représenté dans les appellations de parcelles, c'est d'une façon curieuse, c'est fa, qui est présent dans 16 appellations et qui complète les noms Parc, Liors, Bar et Fouennec. C'est curieux de voir que c'est le légume le plus représenté dans les appellations, alors qu'aujourd'hui il n'est plus cultivé du tout, et même au 19e il ne l'était déjà plus. Mais au 16e et au 17e, il semble qu'on en produisait beaucoup, et que Plosévet était alors été célèbre pour la culture des fèves. En effet, dans la complainte, la guerze la plus connue du pays bigoudin, qui est Guerspenmach, et qui raconte le naufrage de la flotte d'Audierne sur les rochers de Pinmar, eh bien, la commune de Plosévet est présente dans cette guerze, mais sous une forme un peu particulière, c'est-à-dire que dans la guerze, il est reproché aux habitants de la commune d'être des pilleurs d'épaves, d'avoir donc pillé les navires naufragés et d'avoir mis les voiles qu'ils avaient volés à sécher. Je vais vous demander où ils étaient mis à sécher, dans les champs de fèves. Hein. À l'époque, Plosévet était célèbre pour ses champs de fèves. Je vous chante rapidement 2 couplets de la Guerse de Penmarch. Ce ne sont pas les couplets les plus connus, mais ils sont tout à fait traditionnels. Hein. Je vous précise que Saint-Démètre est le patron de la commune, c'est le saint éponyme, c'est lui qui a donné son nom, puisque Plosévet, c'est la paroisse de Démètre. Alors les 2 couplets, rassurez-vous, ça ne va pas durer très longtemps. Malos arondas an Démètre,
Dar parcufau zo endrinhet, dar parcufau zo endrinhet, e plosevet der parcufau, malien flot gwaien o serra, malien flot gwaien o serra. Voilà, donc à l'époque, la commune de Plosevet, celui qui a écrit, qui a composé cette guerre, ben, cela représentait comme par des champs de fèves, quoi. C'était caractéristique de la commune. Et il se trouve que dans les noms de parcelles, c'est aussi le légume qui est le plus représenté. Et d'autre part, quand on regarde les baux de location, les seigneurs exigeaient souvent des boisseaux de blé, des boisseaux d'orge et également des boisseaux de fèves, hein, au 16e et 17e, au début du 18e encore, mais beaucoup moins, et au cours du 18e, il semble que ça ait disparu. Alors, parmi les autres légumes, attendez, je reviens en arrière, les autres légumes présents dans les appellations de parcelles, on trouve onion, l'oignon, hein, présent dans 9 appellations comme barn onion, surtout présent dans le sud de la commune. On trouve aussi cole, le chou, hein, dans bar cole, liers cole, le courtis de la chou. On trouve également peas, qui est l'appellation donnée aux petits pois dans la commune. Dans la plupart des endroits, on dit peas, mais à Plosevet et dans d'autres communes, on dit peas. Hein. Park peas, liers peas, ce sont donc les champs à pois, ou le courtis de la pois. On trouve également un autre légume qui avait été un peu abandonné au cours du XXe siècle, qui est panes. Hein. Panes, c'était en français les panais. Il est présent dans une appellation seulement, Arbanezek, le lieu à Panay, qui se trouve au village de Kervern, dans le nord-est de la commune. Mais bon, le panais servait à nourrir les chevaux, mais également les hommes. On mettait des panais dans la soupe, et d'ailleurs depuis quelques temps, on en retrouve encore à acheter même dans les supermarchés, alors que ça avait disparu pendant plusieurs décennies. Alors, il y a un légume dont on remarquera l'absence totale, c'est la pomme de terre. La pomme de terre ne figure pas du tout dans les appellations de parcelles, et pourtant, Dieu sait si, au moins à partir du XIXe siècle, les Bretons en ont fait une ample consommation. Alors, voici l'explication qu'en donne Bernard Tanguy, qui était un toponymiste bien connu. Il dit « Ceci témoigne que la grande majorité des noms de parcelles existaient déjà quand la pomme de terre fut introduite en Bretagne vers 1740. Hein, ça donne donc un point pour nous dire que en 1740, la grande majorité des noms de parcelles existaient déjà. Hein. Les noms sont antérieurs à cette date-là. Parmi les fruits que l'on trouve dans les appellations, on n'en trouve en fait que 2. Pear, les poires, présents dans 5 occurrences. Par exemple, bar pearen, la parcelle au poirier, ou arberek, le lieu à poirier aussi. On trouve également keles, liers keles, qui désigne les cerises, que l'on trouve au village de Meros Uella, dans le sud de la commune. Alors, on remarquera également l'absence surprenante du mot aval, la pomme, qui elle, était véritablement très présente à cette époque-là et dans les siècles d'avant, les siècles précédents, depuis très longtemps. Je pense que ce nom-là est sous-entendu dans le nom arverger. Hein. Arverger, qui est le nom français, le verger, qui est présent dans 36 appellations. Hein. Le nom avalou n'est pas présent, mais le nom arverger, lui, il est bel et bien présent.
Et donc, c'est ça qui explique que le nom aval soit absent des appellations du cadastre. Alors, pour ce qui est des arbres, on en trouve 9 essences différentes. Je les ai regroupées sur 2 diapositives différentes. Sur la première diapo, j'ai mis les essences les plus représentées, et sur la seconde, celles qui sont moins représentées. Alors, l'espèce la plus représentée, c'est Skau, le sureau, présent dans 36 occurrences, et qui est le plus souvent précédé du mot arbud, qui veut dire le buisson. Tal arbud Skau, donc près du buisson de sureau, qu'on retrouve également, on retrouve également ça dans Arboskaet, le buisson de sureau, et également sous la forme Arskaven, qui alors lui désigne un seul plant de sureau. Arskaven, c'est ce qu'on appelle en grammaire le singulatif, et on retrouve également cela dans le nom Arskavenek, le nom planté de sureau. La deuxième essence d'arbre, c'est Spern, l'épine blanche ou noire, ça n'est jamais précisé, que l'on trouve dans 36 occurrences. Alors, le Spern, c'est donc le talus d'épines. Alors, Spernek, c'est l'épinet, le lieu où croissent les arbustes épineux. Ce sont des parcelles cultivées que l'on trouve disséminées dans l'ensemble de la commune. Alors, une autre essence qui est très représentée, c'est le chêne, qui est présente sous 2 noms, d'Aéro d'une part et Mez de l'autre. Alors, le mot d'Aéro est présent tel quel, dans par exemple un Hars d'Aéro, c'est le nom de l'espèce, c'est la haie de chêne. On trouve ça sous la forme singulative aussi en derven. En derven qui représente un arbre, un seul chêne. Et alors, le D, là, le D initial de derven a été parfois assimilé par le N de l'article, ce qui fait que l'on trouve parfois en nerven sans D. Mais ça représente le même nom. Fuenegon nerven, c'est le D a été assimilé par l'article en. C'est le même genre de phénomène que l'on retrouve dans Nor, qui est la forme la plus courante pour le mot Dor, qui veut dire la porte. Mais bon, ça peut être déroutant quand on fait des recherches dans les cadastres, dans les états de section de cadastre, de trouver des formes comme ça, on se demande qu'est-ce que c'est que en nerven là. C'est une forme donc, si on peut dire, mutée de derven. Et le mot d'ero est également présent au pluriel, sous la forme d'iri. D'iri est le pluriel de d'ero. On trouve par exemple barandiri, la parcelle au chêne au pluriel. Et le deuxième nom, c'est mez. Mez, qui veut dire gland, c'est-à-dire la graine du chêne, si l'on veut, mais qui veut aussi dire chêne tout court, que l'on trouve dans, par exemple, mézek, le semis de chêne. On trouve par quatmez, qui est souvent prononcé par quamé, le T n'est plus prononcé à la limite de Plouhinec, et on trouve également Arvezek dans le nord de la commune. Ce nom, la mez, donnait lieu à un jeu de mots assez courant, puisque mez veut à la fois dire chêne, donc comme je viens de gland, chêne, bon là c'est la même chose, mais ça veut aussi dire honte. Et quand on disait aux enfants une phrase qu'on leur disait souvent, « Parce que mez, tu n'as pas honte de faire telle chose », quelque chose de répréhensible que leurs parents leur reprochaient, et ils répondaient « Non, musquedero ». Je n'ai pas de mez, je ne peux pas en avoir, puisque je n'ai pas de chêne. Donc, c'était un jeu de mots bien connu. Alors, parmi les essences les moins représentées, on trouve til qui désigne le tilleul,
présent dans cette occurrence. Cotillier, ou écrit avec un E à la fin ou un O. Le préfixe co, là, c'est soit cause, soit corne. Mais bon, il est trop tard pour savoir si c'est cause ou si c'est corne. Mais bon, c'est l'un ou l'autre, forcément. Euler désigne l'orme. Ahueleuler, c'est le bois d'orme, donc. Et Fueneg Arveneuler, Arven, c'est l'arbre. Hein. C'est la façon de désigner un seul exemplaire. Alors que Euler tout court, ça désigne l'espèce ou un ensemble d'ormes, quoi. Donc, Fueneg-Arveneuler. Autrement, on trouve aussi le mot beuse, le buis, mais présent sous la forme unique de arvusit, qui veut dire donc le lieu planté de buis, autrement dit la buisaie. Les 6 parcelles qui s'appellent la arvusit sont rassemblées en un seul endroit de la commune. Finalement, il n'y a qu'un seul endroit où le buis est mentionné. Et l'avant-dernier plutôt, c'est Guern, qui est un nom connu, qui désigne l'aulne, ou le lieu dans lequel poussent les aulnes, l'aulnay, hein, qui n'est présent que dans 2 occurrences. Et enfin, la dernière essence, c'est pin, arguépine. Il n'y a qu'un seul, dans tout le cadastre, il n'y a qu'une seule appellation qui inclut ce nom, c'est l'Ierspin, comment dirais-je, le courtil à pain. C'est étonnant de voir qu'il y avait si peu de pain au moment de la confection du cadastre, parce que plus tard, dans la seconde moitié du XIXe siècle, beaucoup de terres, de landes, qui n'étaient pas exploitées, ont été plantées en pin. Ce qui fait qu'au début du XXe siècle, il y avait énormément de coages ou pines, de bois de pin à Plosévet. Ça n'était de toute évidence pas le cas en 1828, quand le cadastre a été achevé. Alors, je vais vous présenter maintenant des parcelles qui ont été, en quelque sorte... Non, je me trompe là. Excusez-moi, je vais vous parler d'une variété de parcelles qui a été abolie après. Non, je me trompe pas. Excusez ce cafouillage. En 1828, la superficie des terres incultes excède toujours celle des terres cultivées. Certaines de ces terres incultes sont des communs de village, appellations qui recouvrent 2 réalités distinctes. D'une part, des placitres de village de dimension réduite, et d'autre part, des terres vagues et vaines de dimensions variées, parfois vastes. Néanmoins, ces 2 catégories-là partagent une caractéristique commune, celle de n'être pas des propriétés privées, d'appartenir à la commune et d'être exploitées ou utilisées collectivement par les habitants d'un ou plusieurs villages voisins. Il y en a en tout 119 dans la commune qui sont classés donc dans la catégorie des communs de village, et elles représentent une superficie de 171 hectares. Parmi elles, 24 ont une superficie égale, je passe ça, égale à 1 hectare. Voilà, donc ça, j'aurais dû présenter cette diapo un tout petit peu plus tôt. Voilà donc les 2 types de communs. Et cette catégorie-là a été abolie peu de temps après la confection du cadastre, enfin quelques décennies quand même après la confection du cadastre. Alors, ces parcelles-là portent des noms très variés. Les plus fréquents sont ménés. On trouve 37 exemples de communs de village appelés ménés, avec un complément derrière pour les distinguer, bien sûr. On trouve également le nom Löcker qui veut dire Lörker, c'est-à-dire, vous le voyez là, au bas, là, Lörker, c'est-à-dire l'aire de village, hein, qu'on trouve à 26 exemplaires, et on trouve également le mot Prad. Alors,
Les placitres de village, donc ces petites parcelles-là, ne sont qu'au nombre de 10 dans le cadastre, qui est finalement peu, très peu même. Et tous ces petits placitres-là sont nommés Lecker ou Lurker. De dimension modeste, ils sont situés au cœur ou à proximité immédiate de certains villages. Et donc ce sont des communs aux habitants du village, d'un village, parfois de deux. Et les terres vagues et vaines représentaient une superficie infiniment supérieure. C'étaient des terres incultes, sans clôture, des landes couvrant le sommet et le flanc des collines et le haut des plateaux. Une autre variété consistait en marais ou marécages, souvent classés dans la catégorie pré à roseaux dans le cadastre de Plozévet. En bord de mer, une partie des palutes en faisait aussi partie. Seuls les habitants des villages voisins, dont elles étaient les communs, avaient le droit d'y faire paître leurs animaux ou d'y récolter des ajoncs ou des fougères pour en faire de la litière, par exemple. Et peu d'années après la confection du cadastre, en 1845, le préfet du Finistère a conseillé à la commune d'affermer ou d'aliéner 82 hectares de landes ou de terrains vagues qu'elle possédait. Mais 5 ans plus tard, suite à la loi des 6 et 15 décembre 1850, une loi spécifique à la Bretagne, certaines de ces terres, dont les parcelles les plus vastes, furent partagées par attribution entre les ayants droit, entre ceux qui avaient déjà des terres chaudes. C'était un partage donc des communs qui, à Plozévet, n'a été réalisé qu'entre 1870 et 1906. Mais on a donné des terres qu'à ceux qui avaient déjà des terres de bonne qualité. J'aurais peut-être dû passer. Non, je suis bien à la bonne diapo. Et donc, ceux qui n'avaient rien, eh bien, après ce partage-là, n'ont rien eu de plus. On a donné à ceux qui avaient déjà, et ceux qui n'avaient rien, n'ont toujours rien eu après. Donc, après ce partage des communs. Alors, les appellations sont restées figées. Elles ont été donc, pour la plupart d'entre elles, à mon avis, données au XVIe et XVIIe siècle, mais après, elles n'ont pas changé. Et pourtant, l'utilisation en fait des terres, évidemment, a pu évoluer sur une période aussi longue. Alors, dans l'état de section, chaque nom de parcelle figure en face de 8 colonnes en tout. Il y a 8 colonnes verticales, et toutes les colonnes sont verticales, vous me direz. Donc, il y en a 2 que je vais mentionner. Les noms de parcelles, il y a une colonne qui s'appelle nom de parcelle. Cette colonne-là est renseignée uniquement en breton. Et toutes les parcelles n'ont que des noms bretons. Et à côté, il y a une autre colonne qui s'intitule Nature des propriétés. Et cette colonne-là est remplie en français, uniquement en français. Dans l'immense majorité des cas, les informations contenues dans ces 2 colonnes-là concordent, mais ce n'est pas toujours le cas. Je vais vous présenter quelques exemples de divergence. Sur un total de 48 parcelles, qui sont toujours nommées Arroued ou Arroad, à Plozévet, on trouve les 2. On trouve Coued ou Quad. Dans la langue parlée aussi, certains disent Arroued, d'autres disent Arroad. Et à l'écrit, on trouve également les 2 formes. Donc, il y a 48 parcelles qui sont nommées Arroued ou Arroad, et sur ces 48-là, il n'y a que 10 qui portent encore des bois en 1828. Donc, les 38 autres ont été déboisées et mises en culture entre le moment où elles ont été appelées ainsi et la confection du cadastre. Sur les 5 parcelles nommées Arforest, qui veut dire la forêt, plus aucune ne porte de bois. Inversement,
35 parcelles qui en 1828 portaient des taillis ou des futaies et qui logiquement auraient dû s'appeler Arouad, eh bien, portent d'autres noms qui ne mentionnent pas le bois, ils ne s'appellent pas Aroued ou Aroued. Un autre exemple, il existe en 1828 12 moulins à Plozévet, 8 moulins à eau et 4 moulins à vent qui sont alors en activité. Ils sont bien sûr nommés en breton dans l'état de section, Meille ou Arveille, puisque c'est l'appellation locale du moulin. Mais en plus de ces 12 parcelles-là, on trouve mention d'autres anciens moulins, 2 à eau et 4 à vent, dont il ne subsistait apparemment même plus de ruines en 1828, mais dont le nom est resté en souvenir dans les appellations de parcelles. Donc le cœur, je viens de vous en parler, est le nom principal dans 76 appellations. Mais en 1828, le mot le cœur ne représente un commun de village que dans 27 cas. 27 cas sur 76. Dans les 49 autres, les parcelles sont devenues des propriétés privées, vraisemblablement par usurpation, entre le moment où elles ont été nommées le cœur et la confection du cadastre. Aucune constatation matérielle n'est possible dans ce cas, puisqu'il ne s'agit que d'une question de droit. Mais certaines de ces usurpations ont provoqué des contestations et des disputes, comme celle du Lecker de Kervilly, entre un particulier et la commune de Plozévet, cette dispute-là, cette contestation est restée dans les annales, puisqu'il y a eu procès sur procès, et que ça s'est terminé par un appel au Conseil d'État à Paris. Hein? Donc tout ça pour... la commune disait, mais ça s'appelle le cœur, donc ça nous appartient, c'est à nous. Et un agriculteur avait un certificat de propriété, vieux de quelques décennies déjà, mais regardez, il est bien indiqué que le cœur de Kervilly m'appartient. Et donc les juges étaient un peu... ne savaient pas comment faire, et c'est monté jusqu'au Conseil d'État à Paris, où je ne sais plus très bien comment ça s'est terminé, mais je sais que la commune a jeté l'éponge, craignant que ça lui coûte trop cher. Voilà. Alors, parmi les différences entre les discordances entre les noms de parcelles et les usages, il faut également citer les noms de personnes. Il y a dans le cadastre 238 noms de personnes, 238 anthroponymes, dont une bonne partie est d'ailleurs toujours en usage actuellement au XXIe siècle. Ils sont présents dans les appellations de 925 parcelles, comme Liers-Arbosser. Attendez, je ne sais pas s'il faut que je change de... Non, c'est pas ça. Non. Donc, c'est toujours la même diapo. 238 noms de parcelles. Liers-Arbosser, le courtil de Bosser, ou Parc Guyuguegen, le champ qui appartient à Guyuguegen. Mais ces noms-là, qui figurent dans les noms de parcelles, ne correspondent jamais à ceux des propriétaires ni des exploitants de 1828, noms qui sont aussi présents dans l'état de section, dans la colonne appropriée. Donc, les noms qui figurent les noms de personnes qui figurent dans les noms de parcelles datent d'une époque antérieure, bien antérieure, à la confection du cadastre. Il est difficile de préciser quelle est cette époque, sauf lorsque, par hasard, il arrive que l'on dispose d'actes notariés des siècles précédents qui peuvent en mentionner certains. Ainsi, par exemple, le Liers Marie-Daden, le courtil de Marie-Daden de Kerzévet, qui mentionne une dame qui y habitait dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Donc, en gros, 150 ans plus tôt. Le nom était resté, bien que Marie-Daden, évidemment, soit décédée depuis longtemps. Les appellations sont restées figées, alors que l'usage fait des parcelles avait bien sûr pu évoluer entre-temps. La majorité de ces parcelles, des noms, des appellations, semblent dater, à mon avis, du XVIe et du XVIIe siècle, la majorité d'entre elles. Quelques-unes d'entre elles, très peu nombreuses, remontent à une époque encore plus ancienne,
mais bon, elles sont d'une part très peu nombreuses, et d'autre part, le fait qu'elles soient si anciennes, ce sont des connaissances extérieures au cadastre qui nous permettent de le penser. Voilà. Les appellations constituent donc, je l'ai dit déjà dans mon introduction, les éléments d'un tableau imaginaire de la commune qui se situerait entre le XVIe et le XVIIIe siècle, en gros, quoi. Alors, j'ai vérifié chaque fois que possible auprès des Plozévétiennes et des Plozévétiens ayant le plus souvent eu le breton comme langue maternelle et originaire de différentes parties de la commune, la connaissance de la forme orale de ces micro-toponymes. J'ai entrepris ce travail-là il y a une quinzaine d'années, et je dois dire que malheureusement, la plupart des informateurs que j'ai eus aux alentours de 2008-2010 sont maintenant décédés, hélas. Et donc, s'il fallait faire ce travail-là maintenant, je crains fort que ça ne soit plus possible, parce que soit leurs enfants ont quitté la commune, soit ils y sont restés, mais ont quitté non plus le métier d'agriculteur, et en plus ne connaissent plus le breton, donc ils ne pourraient plus me renseigner sur ces appellations. Mais néanmoins, le travail de vérification que j'ai fait a été tout à fait utile, parce que ceci m'a permis d'éviter parfois des contresens. Ainsi, le premier nom que vous voyez là se prononce en Trémène, la vallée pierreuse, et non pas en Trémen, le passage. Hein. Et si je n'avais pas interrogé les Bretonnants qui étaient originaires du village, qui habitaient le village où se situent ces parcelles-là, je serais tombé dans le panneau. J'aurais dit en Trémen, c'est le passage, et puis c'est tout. Eh bien non, c'est pas en Trémen, c'est en Trémène. Hein, c'est le mot qu'on trouve derrière, là. C'est Maine, évidemment, qu'on trouve dans Tolven, le dolmen, ou bien Timaine, la maison de pierre. Voilà. Dans le second exemple, c'est Boudin. Malheureusement, je n'ai pas réussi à comprendre le premier élément, c'est probablement Boude, le buisson, mais le second élément, je n'ai pas réussi à l'expliquer. Simplement, c'est Boudin. Je sais qu'il se prononçait Boudin. Il se prononce peut-être encore, parce que malgré tout, les agriculteurs actuels, qui sont très peu nombreux, ont gardé l'usage de certains noms de parcelles, à condition que ce soit des parcelles relativement vastes et qu'ils cultivent toujours. Le troisième nom sur la liste, là, c'est en Adovein. C'est un peu de la même construction avec le mot main qui est postposé, et ça désigne une aiguille de pierre, c'est-à-dire un genre de petit menhir. Enfin, c'est bien à Carnac de présenter ce genre de nom, parce que vous n'avez peut-être pas ce nom-là à Carnac. Hein. En Adovein, c'est l'aiguille de pierre, mais écrit comme ça. C'est-à-dire que le N, qui normalement aurait dû être juste devant le A, se trouve à l'article, et à un point, c'est tout. Et un autre exemple d'influence de l'article sur le D initial du nom, c'est en Nouardon, qui est en réalité bien sûr en Douardon, mais qui est écrit en Nouardon avec une assimilation du D également, encore une fois, par le N. Voilà. Donc, afin de permettre des comparaisons et d'avoir une vision plus large de la microtoponymie bretonne, il serait intéressant que des études du même type soient menées dans d'autres terroirs de Bretagne, par exemple dans le sud du Cap Caval, dans le centre-Bretagne, dans le Trégorguello, et bien sûr dans le pays vantais. Hein. Il serait tout à fait intéressant, à mon avis, de mener ce genre de recherche dans le pays vantais, en sachant bien sûr que les noms de parcelles seraient en breton vantais et non pas en breton sud-cornouaillais, comme c'est le cas à Plozévet. Et il y a d'autres endroits où ça pourrait être également intéressant, c'est dans les régions où le breton a disparu depuis déjà
plusieurs décennies et même plus longtemps, quoi, parce que le breton a certainement laissé des traces dans les noms de parcelles, notamment le long de la frontière, de la limite linguistique, et peut-être même au-delà. Voilà.